Dans un discours prononcé le 29 juin 2017, Emmanuel Macron déclarait que dans une gare, on pouvait croiser des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Et si le monde était plus complexe et nuancé que cette essentialisation binaire? Et s'il suffisait d'être à l'écoute des appels du destin pour se forger une destinée? Vous êtes chez No Limites, je suis Anthony Gonnet-Vandeporte et mon invité du jour est Alec Henry. Il est passé de serial gamer à serial entrepreneur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau broadcast. Aujourd'hui, je reçois Alec Henry. Salut Anthony, tu vas bien? Écoute, ça va. On a eu le temps de rigoler 2 ou 3 fois avant, mais là c'est bon, je pense qu'on est prêt. Yes. Aujourd'hui, on va parler de business en ligne, d'entrepreneuriat. Et quoi de mieux pour commencer qu'une petite présentation de toi, ce que tu fais, comment tout a commencé, et après on va creuser. Ok. Tu veux la version courte, la version longue? On va partir sur la version courte et après je vais creuser. Vas-y. Ok, ça marche. Bah avant tout, heureux d'être ici. Ça fait plaisir. Plaisir. Toujours un plaisir de te voir et puis de pouvoir partager également avec ceux qui nous regardent. Donc moi à la base, rien ne me prédestinait à devenir entrepreneur, encore moins à avoir du succès. Tout dépend bien sûr de la perception que chacun a du succès. Mais en gros, à la base, moi j'étais quelqu'un de timide, introverti, un peu réservé. Je me suis énormément réfugié dans les jeux vidéo durant toute mon enfance et mon adolescence et toute cette phase de croissance où on se construit en tant qu'individu. Ça a été très bénéfique comme dans une certaine mesure un peu moins. Ça m'a appris beaucoup de choses et en fait, de fil en aiguille, lorsque j'ai dû rentrer dans la vie active, parce que je n'étais pas forcément un très bon élève à l'école, j'étais plutôt un cancre et le système scolaire suisse te catégorise il y a 4 catégories, en tout cas avant c'était comme ça. Moi j'étais juste au-dessus de ceux qui en gros arrivent dans un nouveau pays, ne savent ni lire ni écrire. Et voilà, j'avais le choix de faire soit menuisier, soit maçon, charpentier ou alors travailler à l'usine. C'était quoi le métier que tu avais des métiers potentiellement faire J'ai fait plusieurs stages au final, j'ai toujours apprécié construire des choses de mes mains, mais finalement j'ai préféré un peu le confort et je suis allé à l'usine, donc j'étais ouvrier à l'usine. J'ai fait après un CFC pendant 4 ans. De technologue en emballage et ça a été assez intéressant parce qu'en fait, si tu veux, je me suis rendu compte combien si tu restes dans ce schéma et que tu ne vas pas forcément te donner les moyens, soit par les études, soit par tes propres moyens, la vie pouvait être compliquée. J'ai vu différentes choses qui m'ont fait prendre conscience de tout ça, mais ça m'a permis vraiment de rentrer dans cette vie active. Et de par mes passifs d'anciens joueurs de jeux vidéo, j'avais un peu ce truc de compétition, tu vois, cette envie de craquer le code, et je me disais, c'est possible de faire quelque chose. T'es pas le premier joueur, qu'on reçoit, Ouais, non, mais j'imagine, et j'en ai vu quelques-uns, en plus, dans la régie, etc., donc ça fait plaisir. Et du coup, j'ai toujours eu ce petit truc en moi, si tu veux. Et un jour, totalement par hasard, je me reconnecte justement sur un de ces jeux, c'est très drôle, celui qui a fait mon enfance si on veut, et là je revois quelqu'un, je rencontre quelqu'un qui me dit j'ai une opportunité à te présenter. Je me dis c'est bizarre, je me dis ouais mais attends je suis plus dans le truc et tout, non mais ça n'a rien à voir, c'est dans la vraie vie. Ok. Tu te rappelles la période en 2000 quelque chose? C'était en 2000, pas que je te dise de bêtises, c'était en 2014. Ok. Ouais, c'était en 2014. Exact. Fin 2014 ou été 2014, je sais plus exactement. Très bien. À la suite de quoi, du coup, je découvre donc le marketing de réseau. C'était ça l'opportunité en question. Très dubitatif au départ, donc multi-level marketing, MLM, marketing de réseau, marketing multiniveau. Il y a plusieurs nomenclatures qu'on lui donne et descriptifs. Certains même confondent ça avec les aspects pyramidaux, la chaîne de Ponzi et tout ce qui s'ensuit. Et vous avez raison de le confondre et de veiller au grain parce que ça peut être le distinguo peut être très subtil. Et il s'est avéré que j'étais dans une vraie société de marketing de réseau, mais la problématique de ça, c'est que si on revient dans le contexte, j'étais timide, introverti, je ne savais pas vendre, je n'étais pas le plus populaire, j'avais 0 réseaux sociaux, 0 amis, 0 personnes autour de moi, et le but c'est justement de déployer, de vendre quelque chose. Donc au départ très compliqué, puis je fais mes premières preuves dans les 24-36 premières heures de l'activité, et je me dis waouh. 24-36 heures. Ouais, direct. J'étais directement en mode toute l'énergie que tu déploies dans les jeux vidéo, tu vas transférer cette addiction sur le business, sur quelque chose qui va t'aider, et tu vas essayer d'aller chercher des résultats. Donc dès le départ, j'ai réussi à
aboutir à ces résultats. Et là, en fait, ce qui m'a le plus challengé, c'est pas l'argent en tant que tel que j'ai généré, parce que c'était l'équivalent de quelques centaines d'euros, donc pas grand-chose. Mais en journée, je voulais dire. Ouais, sur les 36 premières heures, Okay. dès le départ. Mais par contre, c'est le fait que ce soit possible. Et là, je me suis dit, waouh, concrètement, factuellement, dans mon compte en banque, il y a des sous qui vont arriver, qui sont arrivés d'une façon différente de tout ce qu'on m'a enseigné jusqu'ici. Okay. Et même si tu veux, ma mère, mon père étaient tous les deux indépendants, mon père dans la restauration, même si, tu vois, j'aurais pu prendre peur, etc., parce qu'au final, il a fait faillite, enfin, il y a eu plein d'histoires. Et ma mère indépendante mais à son compte et qui a galéré toute sa vie à bosser des heures et des heures et des heures sans jamais avoir de collaborateurs, etc. et aujourd'hui n'a même pas de retraite. Enfin, si tu veux, j'aurais pu me dire ah non c'est compliqué, je vais pas le faire. Mais là au contraire, vu que j'avais vu la difficulté de la vraie vie et qu'en plus j'étais un cancre à l'école, donc j'avais qu'un seul choix pour réussir, c'était de me lancer moi-même. Je me dis c'est bon, j'ai craqué le code, c'est ça qu'il faut que je fasse. Okay. Et du coup je me suis lancé corps et âme là-dedans en parallèle de mon apprentissage. Après, j'ai continué, j'ai fait différentes choses, j'ai pris confiance en moi progressivement, je me suis mis au sport, donc je faisais 25-30 kilos de moins avant, tu vois, j'étais vraiment... dans le FC Brindille. C'est ça, exact, et j'étais titulaire. Du coup, clairement, je me suis mis à fond là-dedans, en parallèle de tout ça, après en parallèle de mon service militaire. Mais à un moment donné, vu que j'ai eu du potentiel là-dedans, les personnes qui m'avaient immiscé dans cette industrie, tout en haut, donc ce qu'on appelle la upline dans l'industrie, m'ont intégré dans un Ponzi, dans un vrai Ponzi, okay. Dans une escroquerie finalement. Et je m'en rendais pas compte et j'en étais pas conscient et des centaines de milliers de personnes s'en sont rendues compte trop tard. Et du coup, là, tout s'est écroulé. Tu vois, certes, j'ai fait zéro. J'ai fait un petit peu de sous au départ, etc. Puis ensuite, j'ai réinvesti ces sous, une société portugaise, brésilienne, qui promettait des rendements incroyables. Et là, j'ai tout perdu. Grosse prise de conscience. Puis ensuite, à la fin de mon service militaire, donc on est été 2015 jusqu'à décembre 2015, je fais ma première mission de consulting pour une société en France qui vendait des cosmétiques et qui voulait utiliser des cosmétiques biologiques, qui voulait utiliser le marketing de réseau pour se déployer. Je fais une mission de consulting, ça se passe bien dans la mission, mais ça se passe mal dans l'exécution au niveau du board, des dirigeants. Et là, je me dis, vas-y, ça me saoule, j'arrête tout ça, j'arrête cette industrie, c'est plus pour moi, c'est pas pour moi. Je rentre chez moi. Et là, en fait, si tu veux, de par le fait que je m'étais créé une sorte de personnage sur les réseaux sociaux, de par ce petit succès que j'avais réussi à avoir, j'ai complètement coupé Internet, coupé les réseaux sociaux, tout coupé. Okay. Je suis rentré chez ma mère décembre 2015. Ça a été difficile pour moi. Et là, janvier 2016, je vais m'inscrire chez Adecco, donc une boîte de placement. Je trouve un job à l'usine et je fais mon permis de conduire que je n'avais même pas. Au début, tu vois, je marchais à 5 heures du mat, à 3 degrés, pendant une heure, déterminé pour aller à l'usine, etc. Je voulais y arriver. Et du coup, je mets tout ça en place de fil en aiguille. Et là, je me dis, il faudra que tu crées ton propre business et que tu crées ton indépendance. Tu avais déjà quand même conscience qu'en créant ton propre business, tu pouvais, entre guillemets, avoir des revenus qui étaient pas exponentiels au début, mais que ça pouvait aller assez vite. C'est ça. Mais surtout, en fait, ce que je cherchais, c'était pas l'argent, c'était la liberté. C'est ça. Temporel et géographique. C'est ça, temporel, géographique, mais que je puisse faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Ça paraît bateau dit comme ça, mais pour moi, cette simple phrase qui peut paraître bateau et marketing, elle a vraiment une profondeur et une subtilité quand on sait l'écouter et quand on sait justement même la vivre après derrière et l'apprécier au quotidien. C'est qu'en fait, tu n'as plus aucune charge mentale ou émotionnelle liée à c'est quoi demain, qu'est-ce qui va se passer demain en fait. Et c'est là que tu trouves, je pense, le vrai bonheur, parce que tout ce que tu vas faire derrière, tu te sens léger, tu te sens bien, et t'es épanoui dans ce que tu fais parce que tu le choisis de le faire. Et tu n'es plus obligé de le faire parce que le système t'a dit de faire comme ça, ou un patron t'a dit de faire comme ci ou comme ça. Donc c'est vraiment ce que je recherchais. Au début, je pensais trouver ça par le trading, les marchés financiers. Donc là, justement, j'avais découvert plein de choses, notamment même encore récemment, je t'envoie une capture d'écran. 28 avril 2015, j'achète un de mes premiers bitcoins à 200 balles. 200 balles. Ouais, 200 balles, le premier bitcoin. 200 francs suisses, donc on est à 180 €, un truc comme ça. Ouais. C'était vraiment dingue, et si je les avais tous gardés, ça serait pharaonique. Ça serait sympa. Et du coup, bref, j'avais mis ça en place. Puis ensuite, je me suis intéressé plus au marché financier traditionnel, donc Forex, DAX, etc., les indices européens, US, etc. Bref, et là,
je fais quelque chose, j'ai une sorte de réflexe, si on veut, et que je recommande à tout le monde, c'est de se former. C'est de se former parce qu'aujourd'hui l'information elle est disponible partout sur Internet. À l'époque, quand je me suis lancé, il y avait beaucoup moins cette démocratisation de l'information comme tu le fais, comme je le fais, comme beaucoup le font aujourd'hui. Et du coup, le seul moyen d'y avoir accès, c'était de payer une formation, donc qui représentait toutes mes économies de l'époque. C'était 5000 balles. C'est 5, j'allais dire, c'est 5000 les gros tickets à l'époque. C'est ça, énorme ticket, 5000. Waouh, qu'est-ce qui me prend T'es sûr, Alec Est-ce que tu fais pas le mauvais choix, etc. J'avais mis plus dans ça que dans ma voiture et mon permis réuni et tout. Enfin bref, c'était fou pour moi. Mais le savoir est une arme. C'est ça. Et je suis calibré, mais j'ai pas de bouquin, comme dirait un grand philosophe. Très bien. Mais du coup, j'arrive dans cette dynamique. Je me dis ouais, je vais me former, etc. Et là, qui me close par email? Amine, mon associé d'aujourd'hui, que tu as rencontré et par lequel indirectement on s'est rencontrés. Mais pour le close, pour l'info, quand on parle de closing, c'est juste les techniques qui visent à faire vendre en fait des grands tickets à, comme on l'a dit, 5, 2000, 1000 euros, voilà. C'est ça. Bien que ces compétences de closing soient aiguisées, franchement, j'étais un client très facile. Du type, salut, je suis intéressé par ta formation, comment payer? Le Yankee de base. C'est ça, c'était idéal, genre, tableau idéal. Mais du coup, bref, on échange, on discute, etc., sympathique. Puis quelques semaines plus tard, donc moi, à ce moment-là, tu vois, je me dis, bon, il me faut maintenant des capitaux. Donc, en plus de mon job à l'usine, temps plein, donc j'étais dans une société de gaz, air liquide, etc., je vais cumuler 2 autres jobs. Donc je suis arbitre de foot le week-end. Je connaissais rien aux règles, mais je m'en fichais. Voilà, j'ai dû repasser 4 fois mon examen d'arbitre juste pour faire 80 balles par week-end. Et je me disais waouh, c'est ça en plus. C'est cher le sifflet. Ah, ça fait très cher le sifflet. Et du coup derrière, j'étais agent de sécurité la nuit. Et en fait, si tu veux, je faisais tout ça un peu pas au black parce que c'était contractualisé, mais en gros. Tu vois, la grande boîte de sécurité qui m'employait pour me placer dans cette usine qui était à Bulle, elle savait pas que la journée j'étais à l'usine qui était dans un autre canton et dans un autre truc. Pareil pour le foot, ils pensaient que j'étais étudiant et c'est comme ça qu'ils m'avaient accepté. Mais je m'en fichais en fait parce qu'il fallait vraiment que je rentabilise chaque minute de mon temps pour que je fasse de l'argent, pour avoir des capitaux, pour pouvoir déployer mon truc en trading. Sauf que quelques mois plus tard, tu vois, je me rends compte que tous les mecs qui te disent qu'avec 1000 euros de capitaux, tu vas vivre du trading, c'est faux, encore plus en Suisse. Et ils te liquident en général. Exactement. Et du coup, la réalité, c'est que je me suis dit, bon, bah, si je veux vraiment vivre, il va me falloir entre 50 et 150 000. Combien de temps je vais devoir bosser pour ça, compte tenu de les impôts, les trucs, les machins, même si je vivais encore chez ma mère. N'oublie pas ta retraite. Et la retraite, etc., blablabla, tout ça. Du coup, je me suis dit, bon, c'est assez compliqué. Donc, plan B. Mais j'avais déjà payé pour un bootcamp, etc., là où j'ai rencontré Amine et du coup, on s'est vraiment dit, waouh, il y a quelque chose à faire, c'est cool. C'est lié d'amitié. Et puis, pendant 1 an, on a continué à échanger. Puis 1 an plus tard, on a créé la boîte. Donc, on était en réflexion. Et jusqu'à juillet 2017, où je crée ma première vraie société, vraie structure, une société à responsabilité limitée à Lausanne, qui maintenant a son siège à Genève. Eh bien, je me dis, le meilleur moyen, le meilleur levier pour m'enrichir le plus rapidement possible, c'est de créer un business, c'est l'entrepreneuriat. C'est pas l'investissement, c'est dans un second temps, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est le moins risqué aussi. Mais par contre, je vais créer un business, ça je le savais. Mais j'étais encore ouvrier à l'usine, en bleu de travail, et j'avais aucune compétence, je savais pas vendre, je savais pas ce que j'allais lancer, je savais rien. Et c'était quoi la première chose du coup que tu as lancé? En gros, il y a eu cette histoire de trading et tout ça, mais vraiment le premier business factuel que tu as lancé avec Amine, du coup j'imagine, ou complètement quelqu'un d'autre? Non, c'est ça. Au début, on était 5. Puis, au fur et à mesure du processus de création, on s'est retrouvé plus qu'à 2. Okay. Parce que 2 d'entre eux, c'est pas du tout hautain ou égocentrique ce que je vais dire, mais 2 d'entre eux, en gros, nous ont contactés et m'ont dit clairement, voilà, vous êtes beaucoup trop motivés, vous êtes beaucoup trop chaud, on va pas pouvoir suivre. On préfère être apporteur d'affaires dans votre truc, mais on veut pas être vos associés parce qu'on va être, on va être un poids pour vous parce qu'on n'a pas la même locomotive. Du coup, ok. Puis après le 3e, on devait créer la société et les 2 semaines avant la création de société, Blackout, il a fait le mort en fait. Et ça aide pas du coup à faire ça aide pas du tout et ça m'a vraiment pas mis en confiance. Okay. Du coup, clairement,
J'ai dit Amine, vas-y, viens en Suisse, on va chez le notaire, on crée cette boîte ensemble à deux, et puis on dédommagera le mec en question. Puis le lendemain, comme par hasard, il est revenu. Ah, désolé, j'avais la grippe. Mais mot pour mot, il nous a dit ça. Du coup, on lui a dit, désolé, on a créé la boîte sans toi. Et c'était la meilleure décision de notre vie parce qu'il s'est avéré qu'en fait, c'était quelqu'un de peu scrupuleux qui avait fait 2-3 magouilles et autres, 2-3 filouteries. Et du coup, on crée cette boîte. Et quand on crée la boîte, on sait toujours pas ce qu'on va faire. Hein. On sait juste qu'on crée une boîte. Vous avez la boîte, mais vous savez pas. Exact. Ah, c'est intéressant. Vraiment, on se dit juste, on crée une boîte et on verra. Donc, on savait qu'on pouvait avoir des compétences un peu en marketing, on savait que ça allait être en ligne, on savait que les formations, mais on connaissait pas le monde des formations en ligne, mais qu'il y avait un potentiel, c'était cool. On connaissait aussi des mecs dans le trading, etc., qui faisaient du CPA, donc c'est comme de l'affiliation, mais pour des brokers, et du coup, tu perçois un revenu lorsque quelqu'un va déposer des fonds et autres. Du coup, on avait dans notre entourage un des mecs qui faisait le plus gros CPA en Europe pour un broker, un gros broker très connu. Du coup, on se disait, il y a un bon potentiel là-dessus, on va voir si on peut toucher un billet dessus, etc. Bref, on lance des choses, on teste des choses, mais dans le fond, on se dit quoi? On se dit, qui a du pouvoir d'achat sur le marché? Les entreprises. De quoi est-ce qu'ils ont besoin? De clients. Et comment acquérir des clients le plus rapidement possible? Le marketing et Internet. Du coup, on se dit, créer une agence de marketing digital, spécialement pour les entreprises en B2B, B2C ou B2B2C. Et puis, on va déployer des campagnes, on va trouver des clients. Maintenant, faut les trouver. Les clients. Ça, c'est à faire. Ouais. Du coup, là, je me dis, il faut trouver les clients. Et je prends l'expression littéralement m'habiter mon couteau, je sors chez moi mon sac à dos et puis je vais essayer de toquer aux portes. Seulement, à Avenches en Suisse où j'ai démarré, il n'y avait pas beaucoup de portes de business avec lesquelles on pouvait faire grand-chose. Sauf que au moment où on lance le business, il y a une salle de sport qui va se lancer, il est en plein travaux. Et en fait, je vais visiter comme ça, par hasard, et je me rends compte que c'est quelqu'un qui a un coach dans une salle à 10 km où je m'entraînais et que je le connais plus ou moins par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Okay. Et là, je me dis, vraiment, je suis pas fait pour ça si ce soir, je l'ai pas closé, le mec. Et du coup, je lui dis, écoute, j'arrive en mode, je prends mon courage à deux mains et je me dis, incarne quelqu'un que tu n'es pas, mais fake it until you make it. Et tu sais que tu l'as déjà le contrat, tu sais que tu as déjà le business, tu sais que tu gères déjà des campagnes Facebook, tu sais que tu as déjà des clients, Mais en même temps, tu ne lui mens pas parce que ça pourrait te retourner sur la tête fois 100 derrière. Donc, juste plein d'assurance, j'y vais comme si j'étais déjà quelqu'un, mais je suis personne. Et je lui dis, il faut qu'on ait un rendez-vous. C'est quoi la façon dont tu vas déployer tes campagnes et avoir tes clients? Il me dit, je vais mettre des affiches par là, de la radio par-ci. Le business traditionnel pour faire de la pub. Je lui dis, mais tu fais fausse route. Moi, j'ai une stratégie très simple où tu vas dépenser 10 fois moins pour faire 5 fois plus en 2 fois moins de temps. Est-ce que tu veux en savoir plus? Ok. Il me dit, ok, vas-y, tu veux un verre? Et du coup, il me donne un verre. Je me souviens encore de l'endroit où on a négocié, sur une petite chaise pour enfants dans la salle de jeu qu'il est en train de construire. Et du coup, on discute, on échange. Et là, je lui dis, écoute, voilà la propale, voilà le truc. J'ai pas encore de contrat, mais je peux l'avoir, si c'est ok pour toi, je peux l'avoir d'ici ce soir. Du coup, ça s'est signé, ça s'est dealé. Le soir même, je rentre chez moi, donc à pied, tac, tac. Je tape sur Google, template contrat. Et, et du coup, je télécharge une version craquée de Google Docs pour mon template contrat. J'imprime, j'envoie même, j'avais pas de quoi imprimer, donc j'ai imprimé chez les voisins. Bref, une histoire de fou, vraiment le démarrage. J'imprime, j'envoie tout, 1500 balles par mois, le contrat de ma vie, c'est bon, j'ai le droit du pétrole. Et du coup, c'est le premier client. Et en fait, je lui ai vendu des campagnes Facebook Ads, mais c'est une fois qu'il a signé, qu'il a payé, qu'on a découvert qu'il existait le Business Manager. Ouais. Tu vois, on savait même pas ce que c'était le Business Manager. J'allais dire, mais du coup, vous aviez pas la technique qui court. On n'avait rien. Du coup, on se répartit les tâches, tac, 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 tac. Et puis, il s'avère qu'on s'est plutôt bien débrouillé, et que on lui a fait son prévisionnel sur 4 ans, genre 6 mois. Et il était super content, il nous a ouvert d'autres portes, etc. rapidement. C'était un client qui nous a fait du super témoignage. On utilise encore au moment où je te parle des témoignages, pas plus tard qu'il y a 2 jours. Tu vois, c'était en 2017, donc pas plus tard qu'il y a 2 jours encore, je discutais avec lui. On est en 2021 aujourd'hui, il me disait merci. Enfin bref, c'est vraiment hyper gratifiant et cool. Et puis ensuite, on s'est dit on va continuer à faire ça, de la presta, c'est chouette. Mais quand on a vu qu'on faisait gagner des centaines de milliers d'euros à nos clients, on s'est dit, c'est cool de gagner 1500, 2000, 3000 balles par-ci, par-là. Mais faut en profiter aussi un petit peu. Mais faut en profiter aussi un petit peu. Fais partager, tu vois, fais goûter, fais croquer. Et du coup, on a changé nos deals. Et là, on prenait jusqu'à 50% des bénéfices générés par notre collaboration.
sur différents types de business. Sur le bénéfice. Sur le bénéfice, Ouais, exact. Faut bien différencier les deux. Hein. Ouais, vraiment pas chiffre d'affaires, bénéfice. Bénéfice, on considère quoi? En tout cas dans ces deals-là, c'était chiffre d'affaires moins budget publicitaire. Ah, encore une autre façon de le faire, parce que maintenant c'est depuis le budget publicitaire. Ouais, là c'était chiffre d'affaires hors taxe encaissé dans la période donnée, moins budget publicitaire déployé pour cette même période, et on divisait ça par 2. Et on ne prenait pas en considération les autres charges liées à l'opérationnel de la structure en question, ni de la nôtre. Et après, du coup, on gérait chacun les choses. Donc on a fait ça sur 1, 2, 3 clients, puis on s'est rendu compte que c'était bien, mais que c'était encore mieux avec des business 100% digitalisés. Vente de services ou vente de prestations, même vente de formation en ligne, parce que du coup la marge elle était démultipliée. Donc on a fait ça aussi dans le domaine de la finance, du trading, notamment dans le domaine du e-commerce, dans le domaine de différentes choses. Et en septembre 2018, là du coup, suite à beaucoup de demandes, je crée leconsultant.fr où en fait j'enseigne. Je me rappelle exact. de site, c'est ça, et j'enseigne aux gens. Donc tout premier au début, il y a genre 100 personnes sur mon webinaire, 30 personnes qui rejoignent au début. Ouais, c'est le démarrage. Démarrage, la formation vendue 500 balles. Je vends la formation, il y a rien qui est tourné. Enfin, c'est vraiment genre le début, septembre 2018. C'est une pré-réservation du coup. Ouais, c'était une pré-vente, c'est ça. Sauf que moi, je l'appelais pas du tout ça comme ça. Je dis c'est la meilleure formation, formation de votre vie, ça va être fou. On va la construire ensemble, let's go. Et du coup, ouais, ce qui est beau, c'est que tu vois maintenant les 30 personnes qui nous ont rejoints à cette époque, la plupart du coup, ont continué, ont démarré un business et aujourd'hui, comme toi, tu comptes le nombre de millionnaires que tu crées grâce à la crypto-monnaie. Moi, c'est un peu pareil, mais grâce à l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que c'est vraiment super stimulant et très gratifiant. Et du coup, on a fait ça. Puis ensuite, le consultant est devenu beaucoup plus grand. C'était rebrandé, je crois. Ouais, en décembre 2019, on a pris la décision, après avoir vécu une année de malade, aidé des milliers de personnes, fait des séminaires, fait plein de choses, qu'on était très satisfait de cette année, mais on voulait aller plus loin. Donc, on a choisi de faire l'acquisition d'un nom de domaine qui parlait à plus de gens. Donc, on a pris entrepreneur.com. C'est quand même assez fou de voir tout le parcours qu'il y a eu pour arriver, enfin toute cette phase entre guillemets. Je considère ce que vous avez fait en idéation pour arriver à la création de entrepreneur.com. C'est ça, et surtout que entrepreneur.com au départ, c'était très compliqué de l'avoir. Mais quand je te dis très compliqué de l'avoir, c'est pour acheter le nom de domaine. Acheter le nom de domaine. Il n'était pas disponible. Non. Avec le S en plus. Avec le S, donc on voulait aussi vraiment quelque chose de communautaire au pluriel, parce que le entrepreneur.com en tant que tel existe depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. C'est un magazine international mondialement connu. Donc ça, déjà, il n'était pas pris. C'était impossible de le prendre. Ensuite, entrepreneur.fr, il est détenu donc au singulier par un mec qui vend de la formation dans le domaine des VTC. Donc on allait le rencontrer, etc. Ça a failli finir aux mains et tout. Enfin, c'était une histoire de fou. Enfin, vraiment. Pourtant, le mec super sympathique, mais c'était vraiment toute une histoire. Là, on s'est dit c'est mort. Entrepreneur.fr avec un S, il est détenu par une très grande maison d'édition française. On les a contactés, ils nous ont jamais répondu. Et entrepreneurs.com était détenu par un mec qui vend des noms de domaine depuis des années. Il était détenu depuis, je crois, un truc comme 23 ans. Le mec, il a vendu pets.com et toys.com 4 et 5 millions de dollars. Il a vendu dans sa carrière bank.com. Il a aussi vendu différents noms de domaine dans plein de choses. Il y avait eu Russell Brunson qui lui avait fait une offre pour son domaine. Tai Lopez également avait fait une offre pour son domaine. Du coup, on arrive. Petit français pour Amine, suisse pour moi, qui démarrons. Ça fait 1 an et demi qu'on commence un petit peu à se faire une petite place dans la sphère. Et on arrive à rentrer en contact avec le mec. Numéro 1. Comment tu fais pour rentrer en contact? On a tracé le nom de domaine en fait. Okay. On a vu qu'il était détenu par une structure, etc., par un mec en particulier. Ensuite, on a vu qu'il y avait d'autres noms de domaine qu'il avait vendus dans le passé, qui étaient reliés à cette structure. Okay. Du coup, en voyant les transactions, boum, on s'est dit, ok, c'est lui. On est rentré en contact avec lui. C'est plus Amine qui a reverse engineering le processus et qui a réussi du coup à rentrer en contact spécifiquement avec lui. Je crois même qu'au départ, il était rentré en contact avec sa femme ou je ne sais plus. Et il y a toute une histoire autour de ça, parce que c'est plus facile des fois de contacter quelqu'un qui est proche de la personne de la cible plutôt que la cible directe. Voilà, tu connais aussi dans la cyber et Amine vient de la cyber à la base aussi. Du coup, on arrive à rentrer en contact et là, il nous envoie le montant, le prix. Le truc, c'était un numéro de sécurité sociale, quoi. C'était une première offre. C'était une première offre. Et du coup, là, on commence à bégayer. On se dit que c'est pas possible. Enfin, ça va être impossible parce qu'on ne voulait pas
avoir juste un pourcentage du nom de domaine. On voulait le nom de domaine, tu vois. On voulait être 100%. Ah, j'ai compris. Tu vois, Ok, ouais. on voulait vraiment l'avoir. On voulait pas que le truc il se débloque ou le louer ou parce qu'on aurait pu, mais on voulait vraiment être propriétaire, faire ce qu'on veut et avoir un actif derrière. Parce qu'on s'est aussi dit, voilà, c'est un actif long terme, ça peut se valoriser, c'est cool. Donc là, pendant une semaine, on dit plus rien. Puis après, on prend notre courage à deux mains et Amine lui envoie un message du type mec, même ta femme, elle trouve ça indécent. Et, et plus de réponse pendant 3 semaines parce que tu vois, faut quand même oser. Le mec, il nous connaît pas, il arrive comme ça et il lui répond 3 semaines plus tard. Il lui dit mec, je sais pas qui t'es, mais en tout cas, j'ai rarement vu un mec avec d'aussi grosses paires de couilles, quoi, Ok. d'oser m'écrire ça. Parce que le gars, c'était quelqu'un. Vraiment, c'est quelqu'un, un mec posé à Los Angeles dans sa villa là-haut. Il vend des noms de domaine depuis 20-30 ans. Voilà. Il est en place. Et du coup, on rentre dans une effrénée de messages et d'échanges pendant 1 mois et demi à gérer la journée les business et le soir, Amine tchatcher avec négociation. lui, rentre en contact avec lui, etc. Il devient son pote, etc. Et enfin, on trouve un deal, on trouve un accord. Tu vas pas me dire que vous l'avez offert. Non, il nous l'a Ouais. pas offert. On a dû payer un bon ticket. Malheureusement, on peut pas communiquer sur le montant. Ça a Mhm. carrément été contractualisé, etc. Il y a carrément une clause derrière avec des indemnités pour celui qui communique sur le montant. C'est pour dire à quel point on a quand même bien négocié. Mais du coup, à la fin, on arrive à un autre problème. C'est qu'on avait tellement créé un lien avec lui qu'il veut qu'on se déplace manger à Los Angeles à la table de sa famille, sa maison, avant de signer, avant le deal, pour le faire. Du coup, là, on rentre dans un autre truc, Petit coup de pression. toute une histoire, ouais, pour lui dire non, mais on peut pas et tout, machin. En plus, dans la vraie réalité, c'est que Amine m'avait fait passer à un moment donné pour mort carrément. Enfin, un truc de fou, hein, pour genre en mode c'est une histoire. Mon frère, la personne que je considère comme frère, avait une mission, une vision. Il veut aider les milliers d'entrepreneurs. Enfin bref. Et après, du coup, il a su que j'étais vivant. Il a plutôt bien pris. Il s'est dit ah ouais, vous êtes vraiment vraiment chaud, vraiment fort, les mecs, bien joués. Enfin, il y a qu'un Américain, tu vois, pour se dire ça. Un Français serait dit putain. L'enfoiré, il m'a eu, alors que l'Américain était là, waouh. Et c'est pour ça, on savait qu'il allait bien le prendre aussi derrière, en tout cas, on l'avait anticipé. Et au final, on est encore un peu en contact et on a pu, du coup, prendre le nom de domaine sans avoir à aller manger à sa table, même si ça aurait été un plaisir, mais c'était compliqué logistiquement. Et du coup, voilà, après, on a lancé ça, en février, on l'a annoncé, avril, on l'a lancé, et puis depuis donc 2020. Et depuis, on développe entrepreneurs.com au travers de l'écosystème. Et sur l'écosystème, donc il y a entrepreneur.com, il y a aussi une section incubateur. Donc là, c'est le côté où vous prenez aussi des parts dans les entreprises, je crois. C'est ça. Pas des recherches que j'ai quand même établies au minimum, à dire. Derrière, il y a combien, enfin, il y a quel type de boîte et comment vous faites pour les accompagner? Ouais. Alors, en fait, c'est très très simple. Entrepreneur.com, c'est un incubateur, si on veut. C'est un système d'accompagnement en 3 niveaux. La plupart des gens, quand ils regarderaient le front-end d'entrepreneurs.com ou même nos communications, même si on s'est de plus en plus professionnalisé, ce qui enlève un petit peu de spontanéité, de cœur, etc. Et même moi, tu vois, au début, il y a des gens qui me rencontrent, des fois, ils me disent purée, mais tu sais, tu peux ne pas jouer un rôle, t'as pas besoin de faire semblant d'être gentil, t'as pas besoin de faire semblant d'être drôle, tellement qu'ils pensent que je suis carré, etc. Mais non, c'est juste une image, une facette qu'on crée autour de tout ça. Et du coup, donc oui, c'est un cadre très professionnel. Faut le scénariser, en gros, c'est ça? C'est très scénarisé, même si je reste moi-même et je suis moi-même dans toutes les communications, dans tout ce que je fais. Mais en gros, si tu veux, la plupart des gens penseraient que c'est juste un business en ligne où on vend de la formation. La réalité, c'est que c'est vraiment un filtre qui nous permet ensuite d'aller chercher les meilleurs talents pour s'associer avec eux et ou créer des partenariats. Ouais, je connais bien. Et voilà, et tu vois, si tu veux, au début, t'as l'incubateur, la formation de base, où là, t'as n'importe quel entrepreneur qui va arriver avec une idée, un projet ou quoi que ce soit, et boum, on va lui donner les moyens nécessaires avec des équipes de coach, avec un programme e-learning, avec des templates, avec plein de choses. En gros, s'il devait payer ça, ça deviendrait à peut-être 20 ou 30 fois le prix de la formation globale, sans l'accompagnement qui plus est. Du coup, là, on a créé tout un écosystème qui a pu aider des milliers d'entrepreneurs et qui en aide des centaines chaque mois qui rentrent dans cet écosystème pour se déployer, pour avancer. À la suite de quoi, ils manifestent des résultats. En tout cas, c'est l'objectif. Là, toujours dans l'écosystème, on a l'accélérateur, qui est le programme d'au-dessus, où là, on va commencer à le rencontrer. Donc, ça va être organisé par Amine et moi-même, où on va une fois par semaine être connecté live avec plusieurs dizaines d'entrepreneurs en groupe. Les coachings et tout ça. Exact.
et on va répondre à leurs questions, on va apprendre à les connaître. Et là, en amont, en front, c'est ça qui se passe, on les accompagne, mais en back, on leur met à disposition notre réseau, on échange et on établit dans une certaine mesure parfois des profils psychologiques sur certaines personnes. Et nous, dans notre esprit, enfin, je sais pratiquement toutes les personnes qu'on a accompagnées, toutes les personnes qui ont du potentiel. Et du coup, dès qu'il y a une opportunité, boum, je peux placer les gens comme ça. Tu prends, tu places. Exact. Et du coup, ça leur crée vraiment des rampes de lancement assez intéressantes pour certains. Et la troisième phase, si on fait abstraction du mastermind, qui en est encore une autre et qui est carrément une entité à part entière, c'est les coachings. Les coachings, aujourd'hui, je suis devenu de plus en plus sélectif, où là, je vais vraiment travailler avec l'entrepreneur. Et là, c'est des périodes en général de 3 mois, avec des tickets assez élevés, où là, le coaching s'ancre dans une dynamique plus long terme d'accompagnement. Et autour de ces 3 mois, après, on va mettre en place ce qu'il faut mettre en place. Et puis tout simplement, vraiment là, on va dire l'accompagner en profondeur dans son business, mais pas que. C'est-à-dire que c'est bien beau les stratégies, les méthodologies, les trucs, les machins, mais un entrepreneur, c'est avant tout une identité, c'est avant tout une personne qu'il y a derrière. Et tu regardes même les VC, etc., quand ils investissent dans quelque chose, ils investissent dans la team, avant tout, les gens qu'il y a derrière. Et tu vois, le Anthony d'aujourd'hui n'est pas l'Anthony d'il y a 1 an, d'il y a 3 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Ça, c'est clair. Tout comme moi encore plus également, tu vois, je veux dire, j'aurais pas misé un seul euro sur moi. Et pareil, c'est pour chaque individu la même chose. Donc nous, en fait, si tu veux, quand on prend quelqu'un en coaching, on va pas juste l'aider à avoir plus de clients, plus de visibilité, plus de ci, plus de ça, mais on va vraiment l'aider à transformer son identité et devenir la personne qu'il doit incarner pour avoir les résultats qu'il veut manifester dans sa vie. Et compresser le temps pour faire en sorte que ça avance. Et on parle pas juste de développement personnel ou autre, ça va bien plus loin que ça. On va comprendre l'être humain, on va comprendre ses traumas, on va comprendre ses forces, ses faiblesses, on va amplifier ce qu'il y a à amplifier et on va avancer. Pourquoi ? Parce que ce n'est que comme ça, en apprenant à connaître cette personne, qu'on peut envisager potentiellement de rentrer au capital de sa boîte derrière. Et en plus, qu'on va lui faire déployer et développer vraiment son potentiel. Et naturellement, ce qui se passe, imagine, tu viens, on t'accompagne pour atteindre un objectif pendant 3 mois, et puis tu te rends compte au bout des 3 mois qu'en fait, t'as totalement changé ta vision du monde, ta vision des choses, t'as appris plus en 3 mois qu'en 3 ans avant, et tu voulais faire, tu voulais faire 300 000, on a fait 3 millions. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas te dire, mais les mecs, comment on fait pour continuer à travailler ensemble ? C'est à chaque fois la question qui se pose aux prémices de rentrer au capital, et souvent, ils nous proposent de rentrer au capital, soit en apport nature, c'est-à-dire avec du conseil, ou là après, on va avoir certes un equity au capital de la structure, plus des management fees, soit sous forme de fixe ou de variable, très souvent de variables sur chiffre d'affaires ou marge selon les business models. Et puis du coup, ça nous permet aujourd'hui d'être au capital de plus d'une dizaine de sociétés dans 5 pays différents avec une centaine de collaborateurs sur plusieurs strates. Des fois, ce sont des business que l'on a créés en anticipant une problématique inhérente à notre marché, à nos clients, comme par exemple un cabinet d'expertise comptable où on voyait plein d'entrepreneurs gagner plein d'argent mais être mal conseillés et donc on a créé le cabinet des indépendants. L'immobilier par exemple, plein d'entrepreneurs gagnaient plein d'argent mais ne pas savoir comment justement optimiser leur comptabilité ou gagner davantage d'argent et investir ces billes-là dans l'immobilier par exemple. Donc on a créé du clé en main pour eux avec toute une agence qui couvre tout le territoire français. Ou alors d'autres structures où on est rentré au capital au fur et à mesure avec des agences web, boîtes de production ou même des business qui évoluent plus ou moins sur la même chose, mais en tout cas, si tu veux, dans une sorte de toile d'araignée, tout se connecte. Tu vois, tout se connecte et il y a des synergies. Tu sais que telle personne a besoin de tel profil, tu sais que tel profil est disponible, alors il peut être repassé tel endroit s'il est indépendant. Enfin, c'est ça. Les logiques comme ça, enfin, c'est ce qui permet de créer un schéma qui, dans le temps, fait sentir aux gens qu'ils sont valorisés et derrière ils sont encore plus arrachés à sortir des chiffres explosifs. C'est ça surtout, et je te donne n'importe quel exemple de structure, mais tu vois, par exemple, pour l'immobilier, la personne en question, c'est avant tout quelqu'un que je connais depuis des années, confiance énorme, donc par conséquent, confiance mutuelle, qui plus est, et grosse expertise dans le domaine de l'immobilier. Par contre, pas forcément bon en marketing, pas mauvais, mais c'est pas son expertise. Chacun son domaine. Exact, pas forcément bon en vente à la base, pas mauvais, mais pas son expertise. Bien que maintenant vraiment il est devenu super bon dans cette discipline. Et au départ, en tout cas, c'était ça. Et nous, on arrive et on dit, écoute, voici tes compétences, on plug les nôtres, tac, marketing, vente, et ainsi comme ça avance.
Et pourquoi c'est important de plugger les deux? Parce que justement, sinon ton business va être atteint de ce qu'on appelle, nous en tout cas, la contagion du zéro. C'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur marketing du monde, si tu es une bille en vente ou que ton offre elle est mauvaise, etc., tu feras toujours 0 €. Tu vois, tu peux avoir 10 000 leads qui rentrent dans tes bases. Si ton offre est nulle, si ton truc est nul, voilà, c'est pareil. Si par contre tu es excellent en vente mais que tu n'as personne à qui vendre, bah là aussi ça n'aboutira à rien. J'avais demandé est-ce que c'est rentable? Mais forcément, de toute façon, c'est rentable parce que vu que tu investis dans une entreprise, l'objectif c'est à chaque fois de la pousser avec de nouveaux résultats. Donc forcément que c'est rentable. C'est ça, sachant qu'en plus, dans 90% des cas, quand on parle d'investir, on met pas forcément de l'argent dès l'entrée. On nous offre carrément ce capital. Voire même, on nous paye pour prendre ce capital. Parce que la confiance a été implantée déjà dès le départ. Exact. Dans la crypto ou dans les nouvelles technologies de manière générale, quand tu aides un mec, que tu le prends dès le début, qu'il arrive avec 0 balles et qu'il se retrouve avec 100 000 en moins de 2 mois, ça aide la confiance en général. Bien sûr. Donc je rejoins totalement ce que tu veux dire. C'est ça. J'allais te demander, est-ce que ça prend du temps? Mais ce que vous savez pas, ou si vous connaissez pas encore Alex, c'est que la plupart de ses stories, il était au Portugal il y a quelques jours. Là maintenant il est en Suisse. Après il retourne à Londres, ensuite à Dubaï. Quotidien d'un entrepreneur très certainement, mais c'est assez mouvementé là, j'ai l'impression. Ouais, c'est assez mouvementé, ouais. En moyenne, tu sais combien tu fais de vols à peu près par an, ou t'as jamais pris le temps de... Avant Covid, en 2019, j'en ai fait, j'en faisais beaucoup, j'en faisais 3. Ouais, ça dépend, des fois 0, mais des fois j'en ai fait 3-4 par semaine. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. En Europe essentiellement, mais après, ouais, tu bouges, mais tous les déplacements ont un sens. Ça c'est le premier point, c'est-à-dire que faut pas bouger pour bouger. Déjà, c'est pas parce qu'un entrepreneur ne bouge pas qu'il n'aura pas le succès. Ça, on laisse un magique système. C'est ça, exact. Pour bouger. Exact. Bonne référence, hein. De plus en plus. Tu vois. Tu m'épates encore plus que les cryptos. Ah non, quand même pas. Mais pas mal. Et du coup, par rapport à tout ça, si tu veux, il y a aussi un point sur lequel il faut vraiment que je vienne, c'est que moi, on va dire que je suis la face visible de l'iceberg du business. Ouais. Et je suis le visage, en fait. Je suis le visage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça est possible parce que de l'autre côté, j'ai un associé, Amine, que tu connais du coup, qui est d'une part doté de certaines capacités intellectuelles, à mon sens en tout cas, sans vouloir exagérer, mais très 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 avancé. Il a cette chance et qu'il a aussi créé et développé. Donc il y a ce premier point, mais surtout on a une complémentarité qui est juste hors norme. C'est-à-dire que pendant que moi je fais un peu, si on veut vulgariser la chose, le VRP. C'est le. Je me représentais. La représentation. Le représentant de la structure, de la boîte, etc., de la marque. Parce qu'aujourd'hui, Alec Henry, c'est mon prénom, mon nom, c'est mon vrai prénom, mon vrai nom, mais c'est aussi une marque déposée, etc., qui est détenue par une entreprise. Donc, je vais représenter la marque, faire des représentations, des conférences, des trucs, des déplacements, etc., des vidéos, des choses comme ça, les médias, des interviews, des choses, bref. Et on a signé 45 papiers en interview. C'est ça. Si vous saviez. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et du coup, par rapport à ça, et d'ailleurs, tu dois me soudoyer avec un super gueuleton juste après. C'est aussi pour ça que je suis venu. C'est vrai. Sinon, j'étais pas venu. Faut pas croire que. Ça, ouais, fallait pas le dire. Dommage. Mais parce que du coup, maintenant, je vais devoir me retrouver à payer à manger à tout le monde qui vient. Donc. C'est un bon plan. C'est un bon plan. Mais du coup, par rapport à ça, si tu veux, ouais, tout est possible parce que justement, nous sommes deux et nous sommes très complémentaires. Je pourrais pas faire tout ce que je fais, je pourrais pas être au capital de toutes les structures dans lesquelles nous sommes. Et j'insiste sur le nous parce qu'on a vraiment une équité, et peut-être pas une équité, mais une justesse. C'est-à-dire que selon l'implication de chacun dans tel ou tel projet, on va savoir être juste l'un envers l'autre. C'est pas parce que on a démarré ensemble que tout est par exemple à 50-50 et voilà. Là où il mérite davantage, boum, il a davantage. Là où je mérite davantage, boum, j'ai davantage aussi. Mais c'est cet équilibre et cette justesse, si tu veux, cette honnêteté intellectuelle qui fait que ça perdure parce qu'on a une confiance aveugle l'un envers l'autre également. Et ça, c'est très important vraiment à le souligner parce que au travers de toutes mes communications, même quand je donne des chiffres, etc., ou quand j'explique des choses sur l'entrepreneuriat, j'ai vraiment pas envie que là où les personnes qui regardent cette vidéo se disent c'est facile l'entrepreneuriat. Non. Non. Parce que ils se disent je vais juste me déplacer, me représenter, bien parler, et puis machin. Non, c'est pas du tout ça.
c'est possible aujourd'hui pour moi parce que derrière il y a des équipes, derrière j'ai un associé extrêmement complémentaire et talentueux qui fait que je peux le faire et on a chacun trouvé notre zone de génie si tu veux et c'est vraiment ultra puissant. Et pendant trop longtemps, je me disais non mais je peux pas déléguer, on est toujours mieux servi que par soi-même. Non, c'est pas possible, non ci, non ça. Mais s'il y a vraiment un truc qui a changé ma vie, c'est d'avoir un associé, spécifiquement lui, non pas parce que c'est lui, mais parce qu'il était complémentaire à moi. Très important, ne vous associez pas avec quelqu'un qui est pareil que vous, mais complémentaire à vous. Et le deuxième point, c'est derrière la délégation. La délégation, l'automatisation, la suppression de toutes les tâches inutiles et puis derrière le fait de se focus sur vraiment ce qui marche, ce qui fonctionne. T'as justement une façon de procéder pour, monter un business en 5 étapes. Alors justement, j'ai sorti mon mode d'emploi. Non. Ouais. Du coup, alors 5 étapes. Ah, faut être précis et condensé là. Mais... Ouais. Je vais pas forcément compter si on a 5 ou pas. Je vais plutôt te dire au feeling ce qui doit être fait. Le premier point, je dirais, c'est de savoir pourquoi on le fait. Il y a une phrase, je sais pas de qui elle vient spécifiquement, qui elle a été écrite ou peu importe, mais je sais pas si je vais la dire correctement, mais en gros, il faut faire en sorte que votre pourquoi devienne si fort que votre comment devient une banalité. Ouais, oui. Je sais plus qui c'est, mais oui. Tu vois, et cette phrase, si tu veux, quand on me l'a exprimée, c'était dans un cadre particulier, mais si tu veux, elle a fait écho, et à chaque fois, dès que je peux, je le dis, je le répète. Parce qu'en fait, en rétrospective, beaucoup de gens me contactent ou viennent à moi lors de conférences ou autres, quand j'ai la chance, l'opportunité de rencontrer des gens qui ont suivi nos programmes ou qui me connaissent, etc. Me disent ouais, c'est quoi qui t'a lancé? Ouais, c'était quoi ton état d'esprit quand tu t'es lancé? Ouais, c'est quoi le secret pour se lancer? Ouais, c'est quoi ta routine? Ouais, les questions habituelles. Questions habituelles qui ne sont absolument pas pertinentes parce que pas adaptées à vous. Si typiquement je vous dis ce que je fais aujourd'hui dans ma routine quotidienne, bah clairement on n'a pas le même quotidien, on n'a pas la même vie, du coup bah ça ne sera pas forcément adapté à vous. Non pas que y en a un qui a une vie inférieure, supérieure ou peu importe, pas du tout, mais c'est juste que la configuration globale des choses et de notre quotidien familial, social, émotionnel, santé, etc. est différent de base pour chaque individu. Donc c'est très important de se connaître soi-même avant tout. Mais pour en revenir à ça, si je fais en rétrospective ce qui m'a drivé, c'est justement mon pourquoi. C'est que j'avais pas le choix en fait, je ne pouvais que réussir. Et quand tu es au pied du mur comme ça que tu peux que réussir, je me souviens encore, moi j'avais carrément fait ma lettre de démission et tout, posé sur le bureau. Pas le choix, tu dis. Je me laisse pas le choix. Ok, ouais. Moi en tout cas c'était mon cas. Après, tu vois, typiquement, c'est pas forcément ce que je recommanderais à un père ou une mère de famille qui a 2-3 enfants à charge et qui a son loyer à payer à la fin du mois et qui dispose d'un capital épargne de ressources lui permettant de tenir 3 mois. Clairement pas. Il faut avancer de manière réfléchie selon la configuration de vie qu'on a et selon les aspirations qu'on a. Moi, j'étais en mode all-in parce que j'étais en mode all-in, je pouvais me le permettre, je voulais être en mode all-in et j'étais OK avec ça et j'étais OK aussi d'avoir le downside potentiel, d'être au plus bas s'il le faut et je m'étais déjà préparé au pire s'il le fallait. Mais du coup, ce qu'il faut se dire, c'est ça la première étape. C'est savoir pourquoi on le fait et être prêt à affronter vents et marées, donner sa vie s'il le faut pour y arriver. Okay. Et si vous n'êtes pas dans cette configuration, à la moindre petit truc, vous allez vous trouver des excuses, vous allez pas avancer, etc., etc. Et il faut vraiment partir en guerre, en fait. Il faut vraiment partir en guerre, mais en guerre, non pas avec vos concurrents, non pas avec votre marché, non pas avec votre client, surtout pas, mais avec vous-même. Et c'est vraiment important de le comprendre. La deuxième étape, du coup, c'est quand tu es OK avec ça, bah, te poser une question simple, c'est de quoi le marché a besoin et qu'est-ce que je suis en capacité de lui offrir. Et j'ai pas dit votre marché ni mon marché, j'ai dit le marché. Ouvrez-vous. Tu vois, tu t'ouvres à tous les champs des possibles. Donc tu prends du temps, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois s'il le faut, pour analyser tout ce qui est possible de faire et tout ce que tu es en capacité de faire ou de faire assez facilement et de monter en compétence assez facilement et rapidement pour le faire. Et derrière, tu peux très bien ne même pas disposer de ces compétences, mais juste être une sorte d'apporteur d'affaires et leur permettre de mettre en place les choses. Je te donne un exemple concret. Demain, je me dirais, OK, en ce moment, vas-y, si je dois inventer un truc comme ça là maintenant, je me dirais, OK,
En ce moment, il y a une super hype autour des cryptos, des NFT, de tout ce qui s'ensuit, etc. Par contre, il y a une grande méconnaissance de la plupart des gens et du marché. En revanche, j'ai quelques contacts en Suisse parce que j'ai grandi en Suisse, etc. Donc, je pense que les parents de certains amis d'enfance avec lesquels j'étais ont peut-être des gens dans leur entourage qui disposent d'un pouvoir d'achat assez élevé et d'épargne, veulent les placer à gauche à droite, mais ne disposent pas des compétences pour ce faire. Par contre, il y a des gens qui en Suisse peut-être disposent de ces compétences. Major, par exemple. Et j'avais pré-shot l'idée, mais voilà. je m'attendais pas. Okay. Et je pourrais contacter Major et dire à Major, écoute Major, qu'est-ce qui se passe si je t'amène des gens qui voudraient investir, où on pourrait créer une structure adossée à un fonds d'investissement avec une licence bancaire, etc. Je peux te trouver un contact pour ça. Non, je les ai pas encore, mais je peux les trouver, c'est pas un problème. Et du coup, je prends un petit pourcentage sur l'apport d'affaires et puis un petit pourcentage sur l'equity ou les management fees du fonds derrière. Est-ce que ça te tente? Moi, t'as rien à payer, j'y vais moi-même avec mon sac à dos, je vais toquer aux portes et on trouve du monde. La plupart des gens vous diront oui parce que voilà, c'est de l'apport d'affaires gratuit, c'est livré sur un plateau. Et c'est quelque chose de pas très compliqué à faire à partir du moment où, encore une fois, tu t'en donnes les moyens, même si ça n'a pas forcément fonctionné au jour 1, au jour 2, au jour 3. Et là, c'est un truc que j'ai inventé comme ça parce que j'étais en face de moi et je réponds à un besoin d'une part parce que les gens sont dans la méconnaissance, mais ils voient cette hype, ils ont envie de faire partie du bateau, donc il y a ce qu'on appelle le FOMO, la peur de perdre quelque chose. Derrière, toi, tu as les compétences, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait globalement pour la deuxième étape, identifier le marché et répondre à un besoin. Et ensuite, du coup, ce qu'il faut, c'est vraiment rentrer dans la tête des gens. C'est vraiment comprendre ce qu'ils veulent entendre. Une fois que tu as identifié ton avatar, identifié ta cible, tu dois vraiment t'inspirer de chaque fait et geste, limite. Tu dois vraiment comprendre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit avant même qu'elle le pense, avant même qu'elle le dise. Tu dois voir comment elle constitue ses phrases. Tu dois voir de la façon dont tu peux verbaliser tes propos de façon à ce que ça fasse écho auprès d'elle. Tu dois identifier son non-verbal également. Tu dois vraiment comprendre toutes ces choses. Donc c'est vraiment quelque chose, je vous invite à vous renseigner là-dessus parce que ce sont des compétences qui peuvent parfois être innées, mais qui peuvent être vraiment acquises et travaillées avec le temps. Moi, pour ma part, c'était pas du tout inné. Et ensuite, c'est comme ça qu'on vend sans vendre au final. Parce que vendre en mode sales speech, forceur, etc., le Wall Street, ça marche très très bien dans certains cas de figure, dans certains contextes, avec certaines typologies d'individus. Mais la vraie vente, à mon sens, c'est pas forcément ça. C'est avant tout l'empathie, c'est avant tout s'intéresser aux gens, savoir quoi leur dire, quand leur dire, comment leur dire, etc., etc. Donc c'est vraiment la partie vente qui est une compétence, à mon sens, tu vois, c'est comme je parlais avec quelqu'un juste avant de ton équipe dans le copywriting. Voilà, c'est une des compétences les plus précieuses aujourd'hui. Si t'as pas de copywriting de toute façon dans une page, c'est ça. C'est fini. Enfin, c'est pas que c'est pas fini, c'est que ça marchera moins bien entre guillemets. Mais de là, ouais, après, si il y a toujours les deux écoles, mais ça marchera en tout cas moins bien, je pense. C'est sûr, ça marchera auprès de ton marché chaud qui a déjà confiance. Donc en général, entre 3 et 10%. Tu vois, si tu prends la pyramide comme Maslow. Non, pas Maslow. Eugene Schwartz avec Breakthrough Advertising, qui est un peu la bible du marketing, les 5 niveaux de conscience des gens. Philippe Cohen aussi. Exact, tu vois, avec les 3%, 7%. Ouais, pour eux, ça peut marcher parce qu'ils sont déjà chauds. Mais par contre, un vrai copy, le vrai marketing, c'est ce qui va élever le niveau de conscience des gens de façon à les préparer à l'achat. Et c'est pareil, c'est de la vente au final. Donc tu vois, le copywriting est un peu la vente porte à porte d'avant, version digitalisée, marketing de masse. Si on veut vulgariser vraiment le propos, c'est pas ça pour les fervents défenseurs, mais voilà, c'est globalement ça. Et puis sinon, tu deviens bon en vente ou tu apprends à l'être de manière subtile. Donc c'est vraiment ces 3 compétences. Il n'y a pas besoin de 5 étapes, c'est vraiment ces 3 trucs. 1, tu es déterminé, tu es prêt à partir en guerre. 2, tu identifies ce que tu peux vraiment offrir au marché, ce dont il a besoin. Et 3, tu te débrouilles pour trouver ta cible et taper de tirer dans le mille, quoi. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'au moins, ces 3 conseils qui sont vraiment très concrets pour l'occasion. Très bien. Moi, ce que je propose, c'est que on avance un petit peu plus rapidement sur le côté inspiration et tout ça. Okay. Est-ce que tu bosses avec des stars, des influenceurs, des choses comme ça? J'imagine que dans le réseau, oui. Mm-hmm. Il y a une stratégie pour contacter ce genre de personnes ou arriver à travailler avec ou... Ouais, c'est une excellente question. Alors, oui, mais je vais pas pouvoir en dire trop. Parce que notamment, il y a un projet dont tu es au courant et pour le moment, c'est en cours de lancement. Donc voilà, mais des dizaines et des dizaines de stars qui ont carrément signé des licences avec nous d'exclusivité. Donc oui, on sait faire. Je peux te donner une anecdote.
Typiquement, très récemment, dans le cadre de notre mastermind, donc on a une cinquantaine d'entrepreneurs qui génèrent entre 500 000 et 6 millions d'euros par an, qui du coup font partie d'un mastermind qu'on a créé avec entrepreneur.com et deux autres associés qui ont un groupe, donc le groupe Scalix et BVTC, donc Robin, Hamza et Amine ainsi que moi-même, on a créé ce mouvement. Et du coup, récemment, on s'est dit, on veut leur trouver un intervenant d'exception. Et moi, personnellement, j'adore les montres. Je suis passionné d'horlogerie suisse depuis très longtemps. Et je me suis toujours dit que quand je pourrais, j'investirais aussi dedans. Comme tous les Suisses qui se respectent en général. C'est ça, et je trouve que c'est tangible, c'est palpable. Et du coup, on a contacté une personne en particulier, Jean-Claude Biver. Okay. Et on a fait un super interview avec lui pour donner massivement de la valeur à du coup la communauté. On a aussi contacté une personne. Je sais pas quand sortira l'interview, mais normalement ça sera déjà fait également. Je pense, ouais. Donc typiquement, on voulait vraiment avoir un intervenant inspirant pour les membres du mastermind aussi. Du coup, on s'est dit c'est quoi le top 3 des plus grosses boîtes mondiales aujourd'hui? Du coup, on a regardé un peu, ok, tac. On s'est dit, Apple, c'est pas mal. Et du coup, comment contacter un des fondateurs de Apple? On n'avait pas grand choix parce qu'il y en a un, il est plus là. Du coup, on a réussi à rentrer en contact par l'intermédiaire de justement sa femme, puis ensuite son bras droit, puis ensuite lui en direct, Steve Wozniak. Okay. Et du coup, c'est ça l'idée. Typiquement, c'est un des dons qu'a Amine, on va dire, c'est de réussir à pénétrer un réseau. Un petit esprit. Exact. Et boum, réussir à créer des liens. Et typiquement, là, il a pu échanger, discuter avec. Et puis, on va voir comment on peut en faire profiter aussi nos clients directement, de façon à vraiment avoir, à mon sens, quel que soit le domaine, tu vois. C'est super que nous, petits à notre niveau, on vulgarise l'information au plus grand nombre. Mais moi, ce que je peux vraiment recommander à tout le monde, c'est bien de regarder des vidéos pour vous inspirer, etc., ou acheter des formations, etc. Et tu vois, je crache sur un business qui aujourd'hui nous rapporte énormément d'argent également en disant ça, mais c'est pour le bien de tous aussi. Cherchez toujours à vous connecter au plus haut niveau que vous êtes en capacité d'aller chercher. Et si vous êtes dans l'optique de vous dire rien n'est impossible, allez chercher les plus hauts niveaux, les plus hautes sphères. Très clairement. Donc n'allez pas juste vous dire ok lui il m'a parlé lui il m'a parlé de Bitcoin, donc c'est lui le numéro 1, la référence, le truc, et je mets des œillères, il y a que lui qui compte. Non, pas du tout. Challenger la pensée de chacun, challenger les connaissances, challenger la vie, challenger les opinions, aller chercher plus loin, etc. Si vous parlez pas anglais, trouvez pas d'excuses, trouvez des solutions. Moi, à la base, je parle pas du tout anglais, je comprenais rien à l'anglais. Au final, c'est quelque chose que tu apprends à faire, ça se travaille. Tout se travaille. Même si demain, il faudrait que j'apprenne le mandarin, je le ferai, c'est pas un problème. Donc, vraiment trouver des solutions plus que des excuses à chaque fois. Je pense que moi, je vais demander à Amine pour essayer de trouver Satoshi. Pourquoi pas. Satoshi Nakamoto, donc le créateur du Bitcoin. Sur les applications que tu utilises dans la vie de tous les jours, je crois que j'ai déjà une petite idée parce que j'ai vu ça transparaître sur 2 ou 3 échanges. Tu utilises quoi, principalement? J'en utilise beaucoup, mais beaucoup et peu à la fois. J'utilise beaucoup Slack pour les échanges, WhatsApp énormément. Moi, vu que je suis un peu le connecteur, si tu veux, j'ai beaucoup d'outils de communication, Zoom, sinon Asana également, Notion énormément. Notion, c'est vraiment ça a changé notre vie. Cinquième, quatrième, à dépendre. Ok, franchement, si tu l'utilises pas, utilise-le. C'est vraiment. Je vais finir par vraiment m'y mettre un jour. Et... clairement, Notion, c'est top. Sinon, quel type d'application? J'ai pas forcément d'application révolutionnaire à recommander, tu vois. Il y en a plein et c'est propre à ce que vous faites. Et je pense que il n'y a pas une app qui va changer ta vie. C'est un peu comme pour moi, c'est la question, tu sais. Général. Ouais. Tu dors combien d'heures par jour? Ouais, alors que c'est très personnel. Tu vois, et les gens vont se dire, waouh, moins je dors d'heures par jour, plus j'aurai de succès. Non, ce qui compte, c'est pas le nombre d'heures que tu dors par jour, c'est ce que tu fais des heures quand tu es réveillé, tu vois, qui compte. Donc c'est le plus important. Mais ouais, il y a plein d'applications selon tes besoins. Là, de plus en plus des applis autour de la crypto, du coup. Mais voilà, sinon tout se passe bien. Et t'as une journée type, c'est quoi à côté de toi? Quand c'est pas le feu de partout, mais franchement, j'ai pas de journée type. Alors j'ai une journée type à Dubaï et j'ai une journée type en Europe.
Ok, intéressant. Parce qu'en fait, selon les fuseaux horaires, moi en fait, je vis en heure française, où que je sois dans le monde. Et du coup, j'adore Dubaï pour ça. Parce qu'il y a 2 et 3 heures de décalage. Ouais. Du coup, ma journée type quand je suis là-bas, parce que c'est vraiment l'idéal, je me lève avec le soleil, donc entre 5h30 et 6h, heure locale, du coup. Ce qui fait entre du coup, en ce moment, 2h30 et 3h, heure française. Ce qui est bien, c'est que j'ai jamais le jet lag, etc. Donc ça, c'est cool. Ensuite, du coup, je vais me débarbouiller, etc. Je vais prendre un temps pour moi. J'ai planifié ma journée la veille. Je vais ensuite, du coup, souvent commencer à bosser parce que au moins ça me réveille vraiment bien, ça me met en mouvement. Ensuite, ouais. Bah ouais. Ok. Ensuite, du coup, je vais aller au sport, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais manger, je vais faire voilà. Et ce qui est génial, c'est que du coup, pourquoi je te parle de fuseau horaire, c'est que quand j'ai fait tout ça, même un cours d'anglais, un truc, un machin, un truc ou une formation que j'ai envie de faire, il est 10h30 par exemple, heure locale. Mais du coup, il est 7h30 heure française. Ah, t'as l'impression de remonter dans le temps, en fait. C'est ça. Donc la vie commence. Du coup, c'est un piège d'une certaine façon parce qu'après, du coup, moi, je me couche très tard et donc je dors très peu. Okay. Mais quand je suis dans un endroit ensoleillé et chaud, j'ai la capacité de dormir très très peu. Donc c'est plutôt génial pour moi et je fais une sieste dans la journée. Et voilà. Et ensuite, faut pas se le cacher, hein, je bosse énormément. Donc quand je dis énormément, c'est entre quand je suis statique entre 8 et 16 heures de travail effectif par jour. Et j'adore ça. Du coup, ouais, je bosse 7 jours sur 7, énormément. Et sinon, le reste du temps, je le prends pour soit partager du temps avec les gens que j'aime ou mes proches, ou soit tout simplement apprendre de nouvelles choses ou vivre des expériences. Ok. Et tu as un endroit spécifique dans lequel tu te ressources. Alors, je pense à quelque chose en particulier, je ne sais pas si ça sera le cas. Je sais plus si c'est sur tes stories ou autre, mais je crois que c'est les saunas ou les hammams, des trucs comme ça, non? Non, pas forcément. Moi, j'aime bien ça, tu vois. J'aime bien effectivement une fois par mois ou autre aller me détendre là-bas, mais c'est plus voilà pour le confort. Mais j'ai pas d'endroit spécifique où je me ressource. Pourquoi? Parce que c'est peut-être que je me mens à moi-même, hein, mais en tout cas, je n'en ressens absolument pas le besoin. Ok. Donc, je suis pas dans ce besoin ou cette dynamique. Ok. Donc on arrive au moment de la question secrète. C'est une question qui est connectée ou non à ton domaine d'activité. Okay. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est simplement de voir la construction de pensée. Je pense que ça ne sera pas trop être un problème derrière parce que je sais que on a discuté avant, vous faites ça aussi. Mais moi, je réutiliserai ça plus tard parce que je pense que les gens qui me suivent connaissent ces histoires que je fais sur Instagram, les petits escape games, les traces que je laisse à gauche, à droite. Donc tout ce qui se fait là aura une incidence pour plus tard. Donc vous avez l'info. Ok, bah du coup, tu me dis quand tu es prêt et je te la pose et tu as le temps que tu veux pour répondre. Tu peux prendre un petit temps, de toute façon, ça sera nettoyé lors du lancement. Ok, je suis prêt. Très bien. On retourne dans le temps. Quelques années en arrière, au moment de la construction de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel n'existe pas. Par contre, Alec Henry est missionné pour construire un bâtiment avec des pièces métalliques, en plein cœur de Paris. Quel serait ton plan de construction? Quel serait le bâtiment? Et comment tu t'y prendrais? Ok. Si on reprend du coup le contexte et l'époque, Ouais. La Tour Eiffel aujourd'hui, elle a cette forme à la base parce que sinon c'était pas réalisable, etc. Et pour des problématiques d'ordre technique, et c'est assez fou même la façon dont ils l'ont fait. C'était à la base pour une expo et autres, et au final ça sert d'une antenne aujourd'hui. Et cette antenne, elle est reliée à ce qu'il y a en fait en dessous de la Tour Eiffel, pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire en dessous. Vous regarderez sur Internet, si vous trouvez quelque chose sur Internet, sur ce qu'il y a en dessous de la Tour Eiffel. Donc, si on reprend ce contexte, au final, je pense que mon schéma de pensée irait sur quelque chose de sensiblement similaire, hein, tout simplement. Ok. Donc, je ne vais pas réinventer quelque chose qui fonctionne déjà et qui marche. C'est la base dans l'entrepreneuriat. J'aurais peut-être amélioré certains éléments Okay. parce que ils sont partis du principe de pouvoir
la déconstruire à la base, à la toute base. Mhm. Et du coup, ça a engendré certaines petites failles dans la structure et certaines problématiques qui aujourd'hui ont dû être corrigées après les années. Donc simplement, j'aurais repris le truc, je l'aurais amélioré, quelque chose qui fonctionne, tu l'améliores, et je l'aurais peut-être déployé un petit peu plus haut pour aller chatouiller le Burj Khalifa ou quelque chose comme ça, tu vois, tout en restant réalisable par rapport aux technologies d'aujourd'hui. Mais non, je serais pas allé ailleurs, tout en restant bien sûr Sur ce modèle. sur ce modèle. Très bien, c'est compris. Je te remercie pour la réponse. Où est-ce qu'on peut te suivre, te soutenir et suivre ta route, tout simplement, ou te contacter, ou ce genre de choses Yes. Je suis présent sur plusieurs plateformes, plusieurs réseaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram ou autre. Donc vous tapez simplement Alec Henry, A-L-E-C-H-E-N-R-Y. C'est mon prénom, mon nom, c'est pas deux prénoms. mais du coup... Message caché à certaines personnes. c'est ça. Mais du coup, juste sur les réseaux, avec grand plaisir. Si on peut vous aider, on vous aidera. Si on peut vous inspirer, on vous inspirera. Et entrepreneurs.com également, .com, qui du coup pourra aussi vous donner pas mal de clés, notamment avec le film entrepreneur.com. Cette pièce me rappelle d'ailleurs de bons souvenirs, effectivement, dans le film avec la White Room. Et du coup, c'est deux jolis endroits où on pourra se retrouver. Je pense qu'on pourra mettre les liens dans la description. Je sais pas comment ça fonctionne de votre côté, mais on trouvera certainement moyen pour qu'ils vous joignent. Bien sûr. Et puis, écoute, en tout cas, ça m'a fait plaisir de te rejoindre ici et que tu te sois aussi déplacé. Plaisir partagé. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.